Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Dominique Pottrat. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Dominique Pottrat d'être avec nous dans On se dit tout, décideur engagé. Vous êtes un décideur engagé, on va le voir, vous allez nous raconter un petit peu qui vous êtes et évidemment on va parler de votre métier. Vous êtes président du directoire de la coopérative Wellcop, ancien directeur général de Pharmagest, interactif pendant plus de 30 ans, qui est aujourd'hui devenu Equasens. C'est ça. Et c'est justement la maison mère qui s'appelle la coopérative Wellcop. Voilà, c'était pour situer un petit peu. Mais on va d'abord parler de vous, si vous le voulez bien. Est-ce que la pharmacie, pour vous, c'était quelque chose de choisi, ou est-ce que vous aviez d'autres rêves, peut-être, quand vous étiez jeune? Alors, j'avais sûrement d'autres rêves. Ma formation, c'est l'informatique, parce que quand j'étais jeune, c'était à la mode. Mais le pas de côté dans la santé, il a été fait grâce à l'informatique, puisque je suis rentré au tout début de l'aventure Pharmagest, vous l'avez cité, et j'ai fait ma carrière dans cette belle société qui aujourd'hui s'appelle Equasens, comme vous l'avez dit. Oui. Voilà, donc le pas de côté, il s'est fait tout au début, avec propulsé par l'informatique. Ouais. Et quel était le lien entre l'informatique et justement le pas de côté? Alors, je vais tout vous dire. Mon premier stage d'informatique, c'était dans l'agriculture pour l'alimentation des bovins dans des stabulations libres. C'était un stage. Et mon deuxième stage, c'était dans une société qui créait un logiciel pour les pharmaciens. D'accord. Voilà, et c'est le deuxième qui a remporté. Aujourd'hui, vous continuez, hein, faut dire aujourd'hui, les logiciels, enfin, je vais vous en parler. Oui. Aujourd'hui, c'est devenu, Equasens est devenu le premier éditeur de logiciels santé en Europe. Oui. C'est ce que j'appelle un fleuron de la souveraineté européenne, en termes de data, notamment. Un des thèmes qu'on va aborder aussi, très important. Mais parlons d'abord un peu plus de vous, Dominique Pottrat. Donc vous, est-ce que vous avez des passions dans la vie, à part votre métier? Alors oui, j'en ai. Moi, je suis un ancien petit-fils d'agriculteur terrien, voilà. Donc la famille et puis la terre. Donc la terre et la mer aussi. Donc beaucoup de sport, course à pied, voile, voilà, tout ce qui est en rapport à la nature en fait. D'accord. La coopérative Wellcop a été fondée en 1935 à Nancy. Coopérative de pharmaciens qui compte combien de coopérateurs, on dit, hein, c'est ça, tout à fait. Oui, aujourd'hui, c'est plus de 5000 pharmaciens, 4400 pharmaciens plus de 4000 pharmaciens en exercice, sur 19 000 pharmaciens en France. Voilà, ça c'est l'histoire, et je ne suis moi que temporairement le représentant de cette coopérative. La coopérative, c'est un modèle qui s'est beaucoup développé avec les mutuelles dans les années 30. Voilà pourquoi c'est aussi ancien que cela. Et donc la structure a pour ambition d'apporter des solutions concrètes à tous les secteurs de la santé publique, en gros. Alors aujourd'hui, c'est exactement ça. Ça a commencé par les problématiques des pharmaciens. Pendant des années, c'était de la logistique et de la massification d'achat de produits pharmaceutiques. Et puis il y a eu l'arrivée de la grande distribution, la fin de certains monopoles. Donc on a créé un laboratoire qui produisait lui-même certains produits qui partaient dans la grande distribution. Je pense aux couches, je pense aux pansements. Ensuite, il y a eu l'avènement des génériques. Donc, on a créé un laboratoire de génériques à partir des pharmaciens. C'est le laboratoire Christers et le seul laboratoire. Biogarant vient d'être vendu, donc il n'y a plus d'autres laboratoires français que nous depuis une semaine. Voilà. Et puis, dans les années 2000, mon prédécesseur de l'époque a compris que le virage c'était l'informatique et il a cédé tout ce qui était la répartition. Vous imaginez, on faisait à l'époque peut-être plus d'1,5 milliard de chiffre d'affaires. Il a cédé la répartition et il a acheté de l'informatique, et d'une société qui faisait 1,5 milliard, il a retrouvé une société qui faisait 180 millions, mais qui était d'une profitabilité, d'une capacité d'investir pour le système de santé énorme, parce que très bénéficiaire. Voilà. Ouais. Donc la coopérative, c'est de l'anticipation des besoins du système de santé.
santé il y a 90 ans et aujourd'hui c'est pareil. D'où l'importance, vous disiez, de l'informatique pour anticiper ces ça structure tout aujourd'hui, vous êtes d'accord. L'intelligence artificielle aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. On a, enfin, tout à fait. Je vais pas vous faire le catalogue de ce que nous avons lancé sur les 3 dernières années, mais oui, bien sûr, l'intelligence artificielle. Mais c'est pas tout. Hein. L'intelligence artificielle ne fonctionne que parce qu'il y a des données. Ce qui est important, c'est les professionnels de santé, leurs données, et ce que pourra leur apporter l'intelligence artificielle demain, pour regagner du temps médical, du temps pharmaceutique. Hein, c'est un outil, n'oubliez pas. Optimiser la fabrication par rapport aux besoins aussi, aux maladies, anticiper les maladies peut-être. Alors, anticiper les maladies, certainement, anticiper les épidémies et anticiper les ruptures. Et retrouver aussi une souveraineté dans la production des médicaments. Alors, de quelle façon c'est des politiques publiques. On est à la bonne place ici parce qu'on s'adresse aux décideurs publics. C'est des politiques publiques. Des politiques publiques long terme. Et ça, faut retrouver le sens du temps long en termes de programmatique santé. Question compliquée en ce moment, mais on va en reparler puisqu'on a une question spécialement dédiée Tout à fait. Pour les politiques en fin d'émission. Cette question de la souveraineté sanitaire, la relocalisation aussi sanitaire et industrielle, donc, puisque vous parlez de la relocalisation, je pense que c'est industriel, de cette industrie de la santé sur le territoire français. Est-ce que vous pensez qu'on a bien engagé cette relocalisation selon vous ? Écoutez, moi je suis un spectateur, téléspectateur, lecteur. Voilà, depuis 24 mois, il y a des annonces, d'accord, qui vont dans le bon sens. Produire du paracétamol en France, c'est une bonne idée, sauf que on va produire le médicament final alors que la molécule elle est fabriquée en Chine. Donc si les Chinois se mettent à arbitrer et disent je n'envoie plus les molécules, enfin le principe actif en Europe, on pourra plus fabriquer. Donc c'est toute la chaîne qu'il faut repenser. Donc il faut aller beaucoup plus loin que les effets d'annonce qu'on a eu récemment. Mais la question de la production justement de ces molécules, de ces principes actifs en tout cas pour être souverain en matière de fabrication de paracétamol par exemple, est-ce que c'est le cas aujourd'hui en France ? On nous promettait ça aussi il y a quelques mois, mais... Oui, les annonces ont été faites. La problématique, elle est que on est 60 millions. On peut pas avoir une usine pérenne pour 60 millions de Français. Il faudrait penser programmation européenne de la production. Il faut 400. On voudrait les 450 millions d'Européens. Mais où va-t-on mettre l'usine qui va produire cela? Après, il y a le problème de l'Europe politique, parce que pour programmer une politique de santé au niveau européen, il faudrait déjà qu'on ait une Europe politique. Donc les choses sont pas dans le bon ordre. Il y a eu un embryon avec la distribution des masques. Ça a été un succès, ça, selon vous, le fait de rassembler les commandes pour l'Europe, c'était aussi une façon d'aller aussi vers cette... Alors j'en ai discuté il y a pas longtemps avec le ministre de l'époque, Monsieur Véran, qui a effectivement qui raconte ce qui s'est passé de l'intérieur. Il y a effectivement eu une massification et une budgétisation européenne des achats, mais c'est parce qu'il y avait le Covid et qu'on est passé par-dessus tous les règlements, toutes les lois, parce qu'il y avait l'urgence. Et ça ne se reproduit plus. Ce n'est pas reproductible. Enfin, nous ne voulons pas un autre Covid. D'accord. C'est pour ça que j'appelle à des lois programmatiques. Je pense qu'il faut une Europe forte qui prenne des décisions pour du long terme, avec des programmes pour du long terme. Autre enjeu majeur, vous le disiez, la digitalisation du système de santé. De quelle façon vous pensez, puisque vous fournissez aussi des logiciels, aujourd'hui, quelle est l'évolution selon vous pour optimiser justement ce système de santé entre la fabrication des médicaments, la distribution dans les pharmacies, les hôpitaux, etc. Les données des malades. Voilà. Les données des malades. Donc, il se pose la question des infrastructures où vont être stockées les données et où vont être exploités les logiciels et où va être exploitée l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a la prise de conscience. Les derniers discours, on l'entend. Il y a une décision de la semaine dernière qui vient de dire que le Data Health Hub, qui est l'entrepôt de données français, ça y est, ils ont décidé de virer Microsoft et de nommer un souverain européen. C'est une bonne décision, mais il faut aller plus loin. Pour les hôpitaux, nous on informatise des hôpitaux. Les informations des hôpitaux doivent être stockées sur du souverain, de l'infrastructure souveraine. Les pharmaciens, les pharmaciens qui sont nos coopérateurs, nous avons nous-mêmes nos propres infrastructures pour être sûr que ça soit protégé. Il n'est pas question que des données de pharmaciens partent en Russie ou soient stockées. Aujourd'hui, elles sont aux États-Unis. Si vous êtes chez Microsoft, Amazon, les 5 grands, c'est les États-Unis. Et si vous avez des infrastructures US, même si elles sont en France, le Patriot Act
D'accord. Il s'applique aux machines détenues par des sociétés américaines sur le territoire français. Donc, Oui, donc il n'y a pas de souveraineté sur la donnée. Absolument. Et qu'en est-il des cyberattaques aussi sur le système de santé? Est-ce que ça, c'est quelque chose que c'est peut-être pas forcément votre domaine, la prévention des attaques cyber sur les hôpitaux? Il y en a. Oui, ça fait partie de la problématique des infrastructures. Oui. Ça fait partie du monde de l'informatique. Quand on parle d'informatique, le risque cyber, il doit être inclus, il doit être traité. On doit le traiter. Enfin, nous avons nos propres systèmes, et je pense que l'Europe est en capacité de se doter de ses propres systèmes souverains. On parlait de la coopérative, vous nous le disiez tout à l'heure, comme alternative au groupement financier. Ça a fait l'objet d'un amendement, je crois, dans le dernier budget de la. Oui, il y avait un projet. Alors c'était pas sur les groupements, c'était sur la redistribution du modèle coopératif. Et des exonérations fiscales. Voilà, sur les dividendes. Sur les dividendes, oui, très clairement. Une coopérative, nous faisons partie de l'économie sociale et solidaire, l'ESS, d'accord? Nous, notre objet social, c'est que si on fait 1 euro de résultat, on doit le redonner à nos adhérents. Nos adhérents sont des pharmaciens. Donc nous, si nous produisons de la valeur, on le redonne au réseau des pharmaciens, au maillage. Donc on s'était dit que puisque nous le redonnons au système de santé, alors que certains laboratoires qui pourraient appartenir à des fonds ou qui sont à l'étranger, les bénéfices vont partir. Il va y avoir une évaporation des bénéfices. Nous, puisque nous le redonnons, nous avions demandé. Ça a été bien compris à tous les niveaux. Seulement, on cherche des économies. On n'allait pas créer une nouvelle niche fiscale. Le Premier ministre est intervenu pour qu'on retire l'amendement. Il a été retiré tout à fait logiquement. Hein. Ouais, mais c'est pour montrer que en Europe, des modèles ESS et de l'économie sociale et solidaire au plus haut point peuvent restructurer même des systèmes, des petites parties du système de santé. Hein, il ne faut pas avoir peur de ces innovations de modèles. D'accord. Question de nos partenaires à présent, la question de VL, pour commencer le média d'information de référence des jeunes, et c'est juste après le jingle. La question de VL à présent, Dominique Potra, c'est celle-ci, celle que vous avez choisie parmi plusieurs questions qui vous ont été posées. Comment préparez-vous les transformations liées à l'intelligence artificielle? On l'a abordé un petit peu en début d'émission. Alors, très pragmatiquement, dans un groupe aussi hétérogène que le nôtre, 8 métiers, des niveaux de culture de la IT et de l'intelligence artificielle extrêmement différents. La première chose, c'est déjà, pour moi, ça a été de comprendre et de faire comprendre à l'encadrement les éléments techniques et les potentialités. Donc, il y a une première phase de formation et d'explication de l'encadrement. Ensuite, il faut accompagner parce qu'il y a une peur. Hein. Enfin, votre question, il y a une peur de l'intelligence artificielle. Pour autant, c'est une évolution de l'informatique, hein, c'est un nouvel outil et il va apporter des choses. Donc, il faut maîtriser cela. Donc, accompagner, expliquer et trouver, et ça a été pour nous très important, trouver ce que j'appelle des quick wins, c'est-à-dire des réussites, des succès pour tous les niveaux et chez nous, tous les métiers de l'entreprise. Il y a 2500 personnes. Voilà, il fallait trouver un quick win en compta, un quick win au marketing. Dans la R&D, c'était facile. Dans la R&D, c'était facile. Voilà. Et ces quick wins, ensuite, ils ont servi de tremplin à des réflexions sur le réaménagement de certaines fonctions et de certains postes. Donc, ça fait maintenant 24 mois. On s'est doté d'un comité IA et d'un comité cyber en parallèle parce que le plus important derrière tout ça, c'est de maîtriser les infrastructures sur lesquelles vont tourner les IA. Donc nous avons décidé de tout internaliser pour que rien ne soit sous-traité à des prestataires qui ne soient pas nous-mêmes. Oui, d'accord. Et on a fait de même pour tous nos clients. On a 80 000 professionnels de santé en clients. Ils sont sûrs il y a une souveraineté. Ce sont nos serveurs. On a les agréments du ministère de la Santé pour le stockage des datas. Et ce sont nos propres modèles d'intelligence artificielle que nous avons mis à disposition. Donc voilà, c'est long comme chemin, mais c'est de la méthodo classique de changement. Avec cette dimension aujourd'hui où l'on protège et on est souverain dans ce qu'on fait. Ouais. Question de Solon à présent qui accompagne les dirigeants dans leur stratégie de visibilité et d'influence sur LinkedIn. Et c'est juste après le jingle. La question de Solon, comment est-ce qu'on peut être authentique sur LinkedIn tout en ayant une stratégie de communication structurée? Alors, je
je me permets d'inverser le sens de la question. Comment peut-on être crédible sur LinkedIn si on n'est pas sincère et si... ça revient beaucoup, l'authenticité, la sincérité. Et vous avez entièrement raison. On doit s'installer dans un temps long sur ces réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas être crédible si vous... Alors, je vais pas dire retourner votre veste, mais si vous n'avez pas des fils rouges qui font comprendre qui vous êtes sur la somme de vos posts. On doit retrouver une cohérence dans ce que vous dites ou ce que vous faites. Alors, pour nous, par rapport à nos métiers, c'est facile. On a cette structuration de ce que nous faisons. Mais en termes humains aussi, c'est important. L'authenticité, elle doit transparaître dans les interventions, dans les textes. Voilà. Et dans l'interaction. Ce qui est très important avec les réseaux sociaux, c'est qu'on ne peut pas prétendre communiquer si on n'est pas capable de répondre. Oui, c'est un échange. Oui, c'est un échange. Alors, tout à fait petit, tout à fait microscopique, mais c'est dans la qualité de l'échange que je pense que la sincérité se voit plus que dans les posts. C'est pas faux, d'autant qu'aujourd'hui, tout est vérifiable, donc l'information doit être la plus c'est pour ça que je remets, c'est la sincérité qui doit être le guide de l'ensemble de la stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Le reste, c'est vous allez droit à l'échec si vous ne respectez pas. Question de l'hémicycle à présent, c'est vous qui allez peut-être interpeller, questionner en tout cas les personnes qui nous gouvernent, juste après le jingle. Question de l'hémicycle. La question de l'hémicycle, Dominique Potra, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces femmes et ces hommes politiques, comme si vous étiez à l'Assemblée nationale? Vous avez 1 à 2 minutes, face caméra, c'est à vous. Écoutez, moi, je viens de vivre 2 années compliquées avec des changements de gouvernement, avec un budget de la sécurité sociale extrêmement difficile à finaliser. On ne peut pas repartir avec des échéances 12 mois et repasser à la moulinette de ces traumatismes tous les 12 mois. Moi, je milite pour que les décideurs puissent créer des plans pluriannuels. J'ai eu la chance d'étudier le système chinois récemment post-Covid. En Chine, ils ont décidé que la santé était aussi importante que l'aérospatiale et que l'armement. Alors, quand c'est aussi important, c'est 5 plans. C'est 3 plans de 5 ans successifs. Ils programment sur 15 ans. Je dis pas que la santé en France ou en Europe, faut la programmer sur 15 ans, mais il faudrait au moins la programmer sur 10 ans parce que de toute façon, on n'a plus les moyens de se payer notre système de santé. C'est le meilleur, mais on peut plus le payer. Donc il y a des fondements du contrat avec les citoyens. Le citoyen, on peut le prendre en charge, mais lui, il faut qu'il soigne les problématiques de contrepartie de la bonne observance d'un traitement. Ça doit faire partie de ce que le citoyen, pour avoir une prise en charge, doit respecter. La prévention, il y a un gros travail sur la prévention, on en entend beaucoup parler. On est inscrit maintenant dans des programmes de prévention dès le premier âge. Le respect des programmes de prévention doit sous-tendre une prise en charge des accidents de la vie et des remboursements. À ce système-là, on doit être en capacité, face à ce système-là, on doit être en capacité de diminuer les survenus d'accidents, les traitements médicamenteux, donc d'améliorer les comptes de la sécurité sociale. Donc ça, c'est sur la partie anticipation. Et puis sur la partie financement. Sur la partie financement, le fait que un budget ne soit voté pour la sécurité sociale que tous les 12 mois, ce n'est pas pensable. Parce que la sécurité sociale doit aussi se modifier. Le vieillissement de la population va faire que on va avoir des augmentations de dépenses. Et ça se programme, à mon sens, sur 2 fois 5 ans. Donc c'est très dur, je le conçois, pour un député ou pour un sénateur de s'inscrire sur des prises de décision sur des 10 ans, parce que son mandat il est de 5 ans ou de 3 fois 3 ans pour le sénateur, mais il faut pouvoir avoir des plans pluriannuels sur la santé, comme ça vient d'être décidé sur l'armement au niveau européen. Et je termine, il faut aussi réfléchir européen, on en a parlé avec la souveraineté industrielle et sanitaire. Donc voilà, il faut dépasser le temps court du politique. Merci beaucoup pour le message. J'espère que ce message sera entendu. Merci beaucoup Dominique Potra d'avoir participé à notre émission. On se dit tout, on le voit bien, vous êtes un décideur engagé. Merci à vous pour votre fidélité et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro de On se dit tout.
Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.